Émission un peu particulière aujourd'hui parce que l'invité majeur de cette émission de TV d'Alzon sera la Camargue. Bonjour, ravi de vous accueillir ici dans cet établissement d'Alzon. Nous sommes au Gros du Roi comme vous avez pu le voir. Et au cours de cette émission, nous allons visiter différents sites de d'Alzon. Gros du Roi, bien évidemment, et Vestric. Et puis nous irons aussi à Beaucaire où nous allons entendre pourquoi les jeunes, beaucoup de gens aiment la Camargue. À tel point d'ailleurs qu'il y a peu, l'ambassadeur de Cuba était ici présent et il était venu voir cette région, ce secteur qui, dit-il, en tout cas, ressemblait beaucoup à un secteur qu'il connaît bien à Cuba et dont il espère beaucoup la visite de Gardois et espérait aussi la signature d'un jumelage. Nous y étions. Vous allez entendre dans un instant. Et puis ensuite, évidemment, comme d'habitude, nous retrouverons les élèves de ces différents établissements d'Alzon qui, évidemment, ont fait cette émission. On va l'entendre, les écouter. Et puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver en fin d'émission. À tout de suite. Bien sûr, la réputation de la Camargue est chose acquise. Une étape supplémentaire serait maintenant son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un enjeu de taille qui protégerait cette zone humide, unique mais aussi fragile. C'est l'actuel combat mené aujourd'hui par nombre d'acteurs, élus ou non, qui tous se sont prononcés pour l'importance de cette candidature. Plus grande zone humide française et deuxième européenne, elle prend d'ailleurs exemple sur une réserve semblable reconnue, elle, au Botswana. Il y a peu, une première étape vient d'être franchie avec la signature d'un lien avec la Sierra de Zapata à Cuba. Son ambassadeur y voit d'ailleurs une opportunité de développement. Je suis venu à Camargue pour être témoin de la signature entre Camargue et la Ciénaga de Zapata, qui sont deux endroits protégés, qui protègent la biosphère, des endroits déclarés de protection de la biosphère, des endroits où il y a des personnes, des collectivités qui travaillent pour la protection de l'environnement. À ses côtés, et petit-fils de Paul Ricard, François-Xavier se veut, lui, défenseur du site camarguais. Entre le peuple cubain et le peuple français, nous avons énormément de liens. Et aujourd'hui, il n'y en a rien de plus en Camargue. Une reconnaissance UNESCO qui, d'évidence, faciliterait l'enfouissement de la liaison 400 000 volts destinée à décarboner la zone de Fos-sur-Mer et qui constitue à ce jour l'un des combats actuels. Une Camargue reconnue par l'UNESCO qui faciliterait ainsi l'impact touristique. Malgré toutes les difficultés, les Cubains continuent à être comme ça et j'espère bien qu'il y aura une belle vague de touristes à Cuba. Tout le monde en parle, tout le monde rêve de venir en Camargue. Mais pour ça, il faut aussi avoir des moyens. Les moyens, ce sont des moyens financiers et la reconnaissance avec l'UNESCO, ça sera aussi cette possibilité de développer, de faire venir des touristes, bien sûr, du monde entier, mais je crois aussi la question des moyens financiers, c'est très important. Un combat majeur garantissant demain un équilibre salvateur entre l'eau douce du Rhône et l'eau salée, une gestion améliorée des problématiques littorales, le traitement des pollutions et la préservation des biodiversités, c'est de ces engagements-là dont il est aujourd'hui question et qui dessinent le futur camarguais. Bonjour Mélinda. Bonjour Falco. Et bienvenue ici au Gros du Roi, ou pour cette nouvelle édition de TV d'Alzon. Vous l'avez compris, la Camargue est notre invité majeur aujourd'hui. La Camargue, forte tradition dont on va beaucoup parler. Et qui souhaite, Mélinda, un classement à l'UNESCO, ce qui fait l'actualité en ce moment. Mais auparavant, on va entendre Yvan Lachaud, DG de l'Institut d'Alzon, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui a tenu à nous adresser ce message. C'est parti, TV d'Alzon, c'est maintenant. La Camargue à l'UNESCO, lorsque M. Bossier-Danglas est venu nous rencontrer, on ne pouvait pas ne pas être très heureux que de participer à cette instruction qui, j'espère, pourra aboutir positivement, parce que l'Institut d'Alzon est implanté à Vestric et Candiac, au Gros du Roi et à Beaucaire. Et travaille avec tous les milieux de la Camargue. Et je me rappelle, il y a tout juste à peu près 25 ans, lorsque
les manadiers sont venus nous voir pour monter une formation sur le cheval, sur l'accompagnement tourisme équestre, ça en fait partie. Donc, et je ne vais pas faire la totalité, mais je crois que d'autres le feront. Pour nous, l'important, c'est que cette tradition camarguaise, cette vie de la Camargue, puisse être inscrite à l'UNESCO. Ce serait fantastique pour nous tous. C'est notre territoire, c'est notre vie, et l'Institut d'Alzon y participe. Donc évidemment, avec grand plaisir, on s'associe et on fera tout pour que cette démarche aboutisse. Philippe Boissier d'Anglas, bonjour. Vous êtes membre de l'association qui se bat pour la reconnaissance de la Camargue. Pourquoi se battre autant pour la Camargue et ce classement? Parce que j'aime la Camargue. Je suis né à Galician. Donc j'ai vécu en Camargue ardoise et les Bouches-du-Rhône, parce que j'ai des cousins là-bas. Et puis la Camargue a besoin de nous. Il faut l'aider, parce qu'il y a des enjeux primordiaux pour sauver cette Camargue, comme la ligne THT, puis plein d'autres choses. Donc il faut être là. Puis l'inscription à l'UNESCO a démarré en 1977, puis personne ne s'en est occupé. Et là, il y a une association qui s'est créée en 2023 et qui a relancé la démarche. Et la première lettre de demande auprès du ministère de l'écologie a été faite le 3 novembre dernier. Donc c'est pas vieux. Voilà. Pour vous, comment on pourrait l'obtenir, ce classement à l'UNESCO? Bon, ça va être long. Ça va être long. C'est un long... ça va durer quelques années. Il va falloir faire des études, faire venir du monde. C'est assez complexe. La Camargue est une zone de contact entre la terre et la mer, entre l'eau douce et l'eau salée. Elle favorise une très grande diversité biologique. Il faut imaginer qu'on peut observer, que ce soit en hivernage, au moment de la nidification ou au moment des migrations, 398 espèces d'oiseaux différentes, ce qui représente la moitié des oiseaux observables en France. Et ce qu'il faut souligner aussi, au-delà de cette biodiversité, il y en a une partie qui est liée aux spécificités des habitats naturels, mais il y en a une autre partie qui est liée aux actions humaines. Les salins, les manades avec la gestion des prairies et des élevages, la riziculture sont autant d'habitats agricoles différents, mais qui permettent de faciliter cette biodiversité. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante de zootechnie à Vestric. Ce classement vous semble important? Alors il est parce que, pour rebondir sur ce qu'on dit, mais de co-interviewer, effectivement la Camargue est une zone écologique d'importance et avoir un classement à l'UNESCO lui permettra d'avoir une plus grande visibilité, sûrement effectivement comme ça a été dit dans les reportages, des moyens financiers qui permettront sur le terrain de préserver efficacement la nature et la biodiversité et les écosystèmes qui font la Camargue. D'accord, merci. J'ai dit que vous étiez prof de zootechnie. Qu'est-ce que c'est? Alors la zootechnie, c'est tout ce qui est technique d'élevage. Ça veut dire que sur l'Institut Manuel d'Alzon à Vestric, au lycée agricole, j'apprends à mes élèves à élever des animaux. Donc on est très ancré en Camargue puisque le paysage de la Camargue et l'écosystème de la Camargue sont liés à l'élevage du cheval et du taureau en extensif. Et sans le cheval et le taureau en extensif, on n'aurait pas les mêmes milieux et la même préservation de ces milieux-là. On a beaucoup parlé des traditions. Et bien justement, nous avons voulu savoir si la défense de ces traditions était toujours d'actualité. J'ai choisi cette formation tout d'abord parce que je suis extrêmement attachée aux animaux. J'aime beaucoup ça et j'aimerais vraiment construire mon élevage, que ce soit de chevaux et de vaches. Pourquoi tu choisis cette formation, toi ? Parce que je trouve que c'est un métier de passion qui est très intéressant parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui font ça. Donc c'est important de préserver ce métier. Comment tu te verrais plus tard en tant qu'éleveuse ? Pour l'instant, je ne sais pas du tout, on verra. Mais je pense que je préférerais déjà construire des liens avec mes chevaux et ensuite je verrai pour les vendre, etc. Et pour toi, comment créer le lien et qu'est-ce que c'est ?
C'est déjà comprendre le cheval à qui tu as affaire et surtout passer du temps avec lui et voilà. Pourquoi as-tu choisi cette formation? Depuis toute petite, je baigne dans le monde de l'équitation. J'ai ma mère qui a un centre équestre à Saint-Laurent-des-Gouzes, en collaboration avec mon oncle qui lui fait un élevage de chevaux de sport à l'international. Du coup, depuis toute petite, je suis dans le monde équestre et c'est venu de là. Est-ce que le classement de la Camargue à l'UNESCO est important pour toi? Pour moi, oui, parce que même si c'est pas du tout la même race de chevaux, ça reste important parce que déjà, c'est dans la même région. Et après, c'est les traditions et tout du Sud. Donc, c'est important qu'elles restent dans le temps et il faut tout faire pour. Ce que l'on vient d'entendre vous rassure, Sandrine David? Alors, je trouve ça plutôt intéressant parce que, de surcroît, ce sont mes élèves qui ont parlé. Donc, ça me rassure. Je me dis que s'ils sont chez nous et s'ils viennent apprendre ce métier-là, c'est que effectivement ils sont passionnés, que ça les intéresse et qu'ils veulent en faire leur avenir. Alors oui, je trouve ça plutôt rassurant. D'accord, merci. Et justement, nous avons Clara avec nous. Bonjour Clara, comment vous présentez? Bonjour, je suis élève en première CGEA à Vestric. Je suis cavalière d'équitation de travail. Et pourquoi ces traditions vous inspirent autant? Ça m'inspire parce que tout d'abord c'est mon sport. Ça fait 3 ans que je me suis spécialisée, si on peut dire ça comme ça, dans l'équitation de travail. 10 ans que je monte à cheval, donc c'est quand même important pour moi que ces traditions persistent. D'accord, merci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui est l'équitation de travail? L'équitation de travail, c'est un sport avec 3 disciplines et 4 en amateur. Comme je pratique, il y a le dressage. Après, la maniabilité technique, où on doit enchaîner plusieurs obstacles comme des slaloms, des 8 et tout. Et après, il y a la maniabilité chrono, qui est le même parcours que la maniabilité technique, sauf qu'on doit aller le plus vite possible. Et après, il y a le tri de bétail qui se déroule en 2 manches. D'après tout ce qu'on a pu voir et écouter, d'après vous, Monsieur Boissier d'Anglas, est-ce que cela vous rassure? C'est rassurant de voir autant de jeunes vouloir travailler avec la Camargue. C'est une relève formidable. Je trouve ça génial. Ouais, parce que nous, on n'est pas tout jeunes maintenant, donc il faut une relève derrière. Et une motivation comme ça, c'est magnifique. Merci. Et pour vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Moi, je trouve ça très, très intéressant. Et ce métier d'équitation de travail, ce n'est qu'un des seuls métiers que l'on peut trouver en Camargue. Et cela montre bien que la Camargue ne peut pas vivre sans ses habitants et selon les diverses types de pratiques agricoles que l'on y trouve. D'ailleurs, c'est une anecdote, il y a toujours eu des formes d'agriculture en Camargue. Imaginez, il y a 2000 ans, au moment où Arles était une cité romaine, dans le delta de la Camargue, on produisait essentiellement du blé et des moutons. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait comme aujourd'hui. Et l'un des grands propriétaires de la Camargue s'appelait Annius Aulus Camar, et son cognomen, c'est-à-dire son surnom Camar, aurait donné le nom à la Camargue. En tout cas, c'est une des explications. Merci beaucoup. Et du coup, pour vous, Sandrine, est-ce que tout cela vous rassure? Alors, je trouve que ce qui est bien, c'est que quand on voit Clara et Sarah qui font vivre les traditions de 2 manières différentes parce qu'elles ne pratiquent pas totalement l'équitation de travail et le cheval de la même façon, c'est bien parce que on voit qu'il y a une évolution aussi dans ces traditions et que faire rentrer l'équitation de travail à la FFE, qui est la Fédération française d'équitation, et la mettre comme discipline sportive, c'est une belle reconnaissance pour ce qui se fait sur le terrain et ça ne peut que permettre de promouvoir ce type d'équitation. Clara, toi qui as une vision, entre guillemets, qu'on peut dire jeune dans ce milieu, que peux-tu nous en penser? Je trouve que le monde de l'équitation de travail est en train de se refermer. Il y a de moins en moins de monde qui font des concours et c'est plus des personnes... il y a moins de jeunes qui s'y mettent à l'équitation de travail. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même une assez belle discipline qui est variée et qui mérite d'avoir un peu plus de visibilité. Merci. Du coup, si j'ai bien compris, toi aussi tu fais partie comme Clara dans cet établissement de Vestric
Et tu es exactement comme Clara ou non? Non, moi je pratique l'équitation de travail, mais pas au niveau comme Clara. Moi je monte surtout à cheval dans des manades et tout ça. Je pratique quasiment pas les concours. Ok. Tu montes dans quelle manade? Je monte à la manade de Franquevaux et chez Jean-Bernard Lagarde une manade de course. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu pourrais voir dans le futur, donc prochainement? Alors oui, moi je pense que à l'heure d'aujourd'hui, les traditions sont quand même en danger. Je monte à cheval dans une manade de course. Les courses camarguaises sont moins en danger que les manifestations de rue. Mais je pense que grâce à Monsieur Danglas, on va réussir peut-être, et j'espère, à maintenir tout ça. Je vais faire un bémol. Moi, je fais partie de la Camargue à l'UNESCO pour la biosphère. Et puis à la Camargue, des traditions. Et les deux sont très importantes. Elles sont liées. Elles sont liées. Donc, il y a deux associations. La nôtre, Camargue et l'UNESCO pour la biosphère. Et tout à l'heure, il y a une personne qui va parler des traditions. Et elles sont très importantes et menacées avec tout ce qu'on voit autour de nous et tout ça. Et c'est bien que les jeunes bougent. Autre établissement de Dalzon, cet institut à Beaucaire, on l'entend également beaucoup de ce futur classement, justement pour défendre mieux ces traditions auxquelles visiblement on tient beaucoup. Alicia, qu'aimez-vous tant dans la Camargue? Un peu de tout, mais je pense que ce que je préfère, c'est les traditions. Ce que j'aime dans la Camargue, c'est les taureaux, les chevaux et les paysages. Mais qu'aimez-vous tant dans les paysages? Ce que j'aime le plus, c'est les variétés des paysages, les collines et l'eau. Mao, qu'est-ce que tu préfères dans les traditions camarguaises? Les ancéros, les abrivades, la course camarguaise et taureau piscine. C'est surtout les paysages extraordinaires qu'il y a en Camargue avec les rizicultures aussi, le travail de l'homme qui est allié avec la nature. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que vous aimez dans les traditions camarguaises? Bonjour, j'aime les abrivades, les courses camarguaises, et un peu tout. Qu'est-ce que vous aimez dans les abrivades? Les taureaux, les chevaux, les managers, les jeunes qui courent derrière, c'est beau à voir. Bonjour Cléa et Lénie, c'est important ces traditions? Du coup pour moi oui c'est important parce que je suis dans ce milieu-là depuis petit. Donc oui je suis aussi particulièrement dans les courses camarguaises. Je suis raseteur à l'école taurine de Moggio. Donc depuis petit oui je suis dans tout ce qui est les courses camarguaises, les abrivades et tout ce qui est un peu dans la Camargue. D'accord, merci. Pour moi c'est très important. Je suis moi-même au cœur de ces traditions. Pour moi c'est très important. Je suis moi-même au cœur de ces traditions. Je suis petite fille de manager et depuis petite, je grandis dans ce milieu. D'accord, merci. Et justement, nous sommes allés dans une de ces manades que vous connaissez bien, la manade de Brio. La tradition, déjà, c'est la sauvegarde du taureau de Camargue qu'on appelle la race d'Ibiou. C'est une race protégée et qu'il faut protéger. Et c'est grâce à des éleveurs comme nous, des manadiers, que cette race existe et perdure encore en Camargue. En fait, c'est un taureau qui vit à l'état sauvage et qui est entièrement sauvage et qui n'est pas du tout domestiqué. C'est une race antique. Il vit dehors, il est fait pour vivre dehors, il est fait pour vivre dans les prés. Il y a les gens qui sont nés dedans et puis il y a les gens qui apprennent à nous connaître. Je suis né à Saint-Gilles et j'ai tout le temps eu envie des taureaux. J'aime m'en occuper, c'est la passion qui prend le dessus. Une Camargue sans taureau et sans marais, ça ne peut pas exister. C'est touchant, on voit toute ma famille et puis ça nous fait connaître et puis ça fait connaître toutes les traditions possibles. Faut pas oublier que les manades sont le forme d'élevage principal de la Camargue, que c'est un petit peu cet élevage-là du taureau et du cheval Camargue qui a façonné plus que les traditions, qui a façonné le paysage et qui le maintient. D'ailleurs, ça a été relevé par un signe de qualité puisque nous avons sur le taureau Camargue une AOP qui est menée par Lazare Roux. Donc, c'est quand même un signe de qualité qui reprend à la fois la qualité des produits, mais aussi des techniques d'élevage et du savoir-faire des manadiers. Donc, reconnaître ça, que ça soit aussi reconnu lors de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO serait aussi un garant que cela perdure. D'accord, merci. Et vous, Monsieur Boisier d'Anglas, qu'en pensez-vous? Très bien, c'est quelque chose les traditions, c'est formidable.
Je vais raconter une anecdote. Bon, je suis d'une famille connue dans le coin, à Galician. Et mon ancêtre, quand il a hérité des propriétés, il y avait des taureaux, il y avait des chevaux, et la vigne commençait à arriver. Et il faisait des procès à tout le monde pour enlever la vigne et laisser le taureau et les chevaux. Et je vois qu'aujourd'hui, on continue ces traditions avec le cheval, le taureau et tout ça. Voilà. Et le taureau est un animal sauvage, comme ça c'est bien dit. Alors, ce dont on parle aujourd'hui, la Camargue a aussi un prolongement naturel, avec la petite Camargue qu'il n'est pas une question d'oublier. Le périmètre se veut en effet très large. Et ici, au Grau du Roi, pas question non plus d'oublier les traditions et leur défense. Et d'ailleurs, on les défend de plus en plus jeunes. Regardez. Moi, je pense que la Camargue n'est pas assez protégée. Ce que j'aime dans la Camargue, c'est la pêche et pêcher des poissons. Pourquoi aimes-tu la pêche? Parce que quand j'étais petit, mon grand-père, il m'a pris sur son bateau et il m'a amené pêcher. Au fur et à mesure qu'il m'a amené pêcher, ça m'a donné une passion. Et après, la passion, je l'ai refilée à mes parents et mes parents, ils ont acheté un bateau. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans la Camargue? Moi, ce qui me plaît, c'est les animaux, la nature, les chevaux, les taureaux, et voilà. Moi, ce qui me plaît dans la Camargue, c'est le domaine de la pêche et les taureaux, tout ça. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné cette passion? C'est mon arrière-grand-père et mon grand-père, ils étaient pêcheurs, ils avaient un bateau. Et tous nos proches, ils avaient des bateaux, du coup, je suis restée dans ce domaine au lieu d'aller autre part. Moi, ça me plairait pas vivre ailleurs parce qu'ici, on est dans un endroit bien, il y a la nature, la forêt. Et j'aime pas être dans une ville avec beaucoup de maisons polluées, les voitures. On est bien ici, il y a la nature, pêcher, la biodiversité. J'aime bien les chevaux, les taureaux et la mer et le paysage. Est-ce que tu te verrais vivre autre part que dans la Camargue? Non. Tu te verrais vivre autre part que dans la Camargue? Oui, en Amérique plutôt parce qu'il fait plus chaud. Pourquoi aimes-tu le cheval? J'aime le cheval, alors de base j'aime beaucoup les animaux et comme c'est un sport qui se pratique avec un animal, ça m'a intéressée, j'ai essayé et ça m'a plu. Je fais des compétitions de saut d'obstacles. J'aime la Camargue car j'aime les chevaux, les taureaux, la course, les abrivades et la bandite. Et tu fais quoi à cheval? Je monte à cheval en équitation de travail, je fais des abrivades, du tri, tout ça. Mais c'est dangereux quand même, t'as pas peur? Quand on aime ça, on n'a pas peur. Monsieur Colobo, bonjour. Bonjour. Ces traditions, ces paysages, ces animaux, vous les côtoyez, vous êtes responsable de Scamandre. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors oui, le Scamandre, c'est le nom d'un étang, un grand étang de ce territoire camarguais. Et au bord de cet étang, il y a une réserve naturelle régionale qui a pour vocation de protéger toute la biodiversité que vous évoquez, avec tout le règlement qui va avec, et aussi une mission de faire reconnaître tout cela, puisqu'il s'agit que le public soit bien conscient de la nécessité de préserver ce patrimoine-là, qui rejoint également les préoccupations liées aux traditions taurines et tous ces aspects-là qu'on a déjà évoqués. Donc, êtes-vous considéré comme un garde-chasse ou pas exactement? Moi, personnellement, c'est pas dans mes attributions. Il y a des collègues qui ont cette mission de police, on va dire, pour réglementer éventuellement des infractions qui pourraient être liées à des comportements nocifs pour l'environnement. C'est pas mission à moi. Moi, ma mission, c'est plus les actions, on va dire, de médiatisation, de communication, d'animation auprès du public pour inviter à mieux connaître et à aimer autant que possible. D'ailleurs, nous sommes venus vous voir au Scamandre et nous avons pu y rencontrer l'un de vos collègues, qui lui aussi partage votre démarche et finalement le même univers que nous. La Camargue, c'est un environnement affectif, professionnel, c'est un patrimoine propre et que je partage avec d'autres. Le classement UNESCO, c'est un autre regard que l'on peut porter sur la défense de l'environnement. Actuellement, il y a des luttes qui sont entreprises par les manadiers, qui sont entreprises par le monde de la bovine pour une reconnaissance de cette activité patrimoniale, pour une reconnaissance aussi matérielle, administrative et financière, pour avoir une couverture d'assurance importante. Alors, il n'y a pas de 20 combats, il y a des combats à des strates différentes. Alors, celui de l'UNESCO, c'est une vision globale qui pourrait amener à un regard plus de prestige peut-être sur le milieu camarguais, mais c'est un travail de longue haleine,
c'est un travail de longue haleine parce que là derrière, il y a le regard du monde entier sur un micro-territoire. Il est difficile de faire comprendre comment on peut aimer le cheval et le taureau en les utilisant, en jouant avec. Là, ça c'est quelque chose, un message qui va être difficile à faire passer. C'est un des rôles de l'association qui va tenter de promouvoir et d'œuvrer dans cette direction. Mais c'est une grosse difficulté à venir. Pour certains, la Camargue est une zone humide. C'est plus qu'une zone humide. C'est une zone humide qui a pris sa pleine dimension par l'action de l'homme. Il ne faut pas oublier que jusqu'au milieu du 19e siècle, la Camargue était un milieu très instable. Il n'y avait pas ou très peu de digues. Et la Camargue, il y a 20 000 ans, n'existait pas. Donc la Camargue s'est faite avec l'homme. Et l'homme s'est fait avec ces milieux instables. Ce qui montre bien que là, on a quand même une espèce de typologie du comportement. Il y a même un sociologue qui parle des peuples des zones humides. C'est l'exemple, nous sommes dans un terroir réussi. La Camargue n'est pas un milieu naturel, c'est un milieu sauvage, certes, mais qui a été fabriqué par l'homme, parce que c'est lorsqu'on a tout endigué et la gestion très pragmatique de l'eau, non pas philanthropique, puisque lorsqu'on a fait rentrer de l'eau suite à l'endiguement pour pouvoir améliorer les cultures, on ne savait pas que derrière ça allait générer une biodiversité exceptionnelle. Ça a été le cas. Donc c'est incidemment que l'activité humaine a généré une richesse fabuleuse. Et cette richesse fabuleuse, au jour d'aujourd'hui, on a peut-être tendance, ou même certainement, à la considérer comme naturelle. Non, elle est le fruit de l'intervention de l'homme. Et si l'homme n'intervient pas et ne continue pas à intervenir en intégrant les nouveaux facteurs climatiques, tout ce qu'on voudra, actuels, eh bien, on va à la catastrophe. On sait qu'il faut relever les manches et se bagarrer pour préserver ce que l'on a. Nous actuellement, nos combats sont des combats de mots, puisqu'on défend des idées. Donc je pense que notre combat, on a les moyens de le faire, et c'est même pas... c'est un devoir de le faire. Je vous avais dit que je vous retrouverais en fin d'émission, c'est le cas. Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'imagine que tout ce que vous venez d'entendre, à la fois par les plus jeunes, mais aussi par les plus anciens, ça vous satisfait, ça vous donne le droit de penser que vous avez bien fait dans cette candidature UNESCO. Alors effectivement, c'est un encouragement de voir que la jeunesse déjà prend un relais, quelque chose qui a été enclenché. Donc c'est une lutte, on peut dire, pour aboutir à préserver ce à quoi nous sommes si attachés et qu'on a envie de transmettre aux générations futures. Voilà, ça fait partie des leitmotivs qu'on retrouve, mais c'est pas une vaine intention. Et effectivement, c'est fondamental que les plus jeunes qui grandissent, prennent le relais d'ores et déjà. Je vais vous poser la question à votre voisin parce que, évidemment, porter un projet comme celui-ci au sein d'une association, on sait que ça va prendre nécessairement beaucoup de temps. Vous êtes prêt à ça? Ah oui, on est prêt à ça. On est prêt à ça, mais je reviens sur Serge. C'est bien que les jeunes suivent, parce que la démarche va bien mettre 5 à 10 ans. Donc nous, dans 5 à 10 ans, il faudra un relais derrière. Non, c'est quelque chose de génial. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que derrière cette candidature, cette association qui se monte, il y a un corps social qui se bat pour la défense de la Camargue et qui veut aller jusqu'au bout? Alors je pense que oui. Je pense que du coup, que des établissements comme le nôtre apprennent aux jeunes ce que c'est que le métier d'agriculteur ancré dans un territoire bien précis avec ses problématiques territoriales et financières, c'est très important. Et j'invite fortement les associations qui se battent pour l'inscription au patrimoine de l'UNESCO de venir nous solliciter, puisque nous pouvons faire des tas de projets avec nos élèves qui seront sûrement enchantés de travailler, faire des recherches et monter des projets sur la Camargue pour vous aider.
Eh bien, on va rester avec ce mot de la fin que je trouve très très beau, et en tout cas envisageant un avenir radieux. En tout cas, merci. Je voulais remercier nos jeunes élèves qui, pour la première fois, se sont prêtés à l'exercice du micro. C'est pas toujours facile, hein. C'est vrai, mais vous en êtes bien sortis. Et puis, il y a un dernier rappel parce que nous sommes à quelques jours ou quelques semaines vraiment des fêtes. Je voudrais que tous ceux qui ont participé, j'en vois là quelques-uns, venez vous mettre là derrière, venez. Parce qu'il est temps quand même de souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde, à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous auront regardé, parce que la Camargue, c'est vraiment le combat de demain, si j'ai bien compris. Voilà, allez-y. Mettez-vous là tous ensemble, et puis vous allez donner le top de départ, parce que qu'est-ce qu'il faut souhaiter là? Joyeux Noël!